Salut tout le monde, c'est Gingy, on se retrouve pour un GingyDR, encore un autre vidéo réponse à François Latente, encore un autre, où on va parler de la lecture, la position vis-à-vis de la lecture de livres de JDR, comment je ressentais un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut en penser. Alors j'ai voulu faire cette vidéo principalement parce que c'est un sujet très intéressant pour les joueurs de jeux de rôle, plus précisément les joueurs de jeux de rôle débutants. Si vous êtes jeune joueur de jeux de rôle, dans le sens où jeune en âge, mais aussi vous débutez le jeu de rôle et que vous soyez joueur ou meneur de jeu, cette vidéo, elle est pour vous. Alors, que dire sur la lecture de JDR? La lecture de JDR est une expérience qui est, à l'instar de nombreux livres, très changeante. Voilà. Après avoir enfoncé cette porte ouverte, on va juste dire un truc. Et on va plutôt redire une évidence. Il y a une raison pour laquelle certains préfèrent refiler la patate chaude de la place de meneur de jeu aux joueurs, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de retenir tout ce qu'il y a à retenir et ils n'ont pas envie non plus de faire énormément d'efforts. Et je crois que le mot qu'il faut retenir par rapport à l'expérience de lecture de jeu de rôle, c'est très certainement l'effort. Parce que le jeu de rôle te demande beaucoup plus d'efforts. Là, il ne s'agit pas d'émuler quelque chose seulement. Il faut quand même essayer d'y mettre une certaine attention, d'être attentif aux autres. Et c'est tout à fait normal que la place de meneur de jeu ait une place aussi importante. Cependant, quand il s'agit de la lecture, je peux vous garantir qu'il peut y avoir des expériences très différentes. Alors, je vais juste vous dire que dans le cas, par exemple, des lectures qui ont été déterminantes pour moi, je vais prendre quelques exemples. Alors déjà, on va commencer par la base. On va commencer par Warhammer première édition, sorti en 1986, aux éditions Descartes en France. Je ne vais pas vous faire une longue présentation du JDR, mais si vous connaissez l'univers de Warhammer Fantasy, classique, hein, pas celui des Jeux Sigmar, c'était un livre qui était bien écrit, c'était un livre qui t'expliquait qu'est-ce qu'était le jeu de rôle, et tu sentais qu'il t'expliquait exactement les spécificités de son jeu. C'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que quand on écrit un JDR, les gens qui écrivent le JDR de nos jours, j'ai l'impression qu'ils expliquent ce qu'est leur jeu de rôle, ce qu'est le jeu de rôle, mais j'ai l'impression que Warhammer Fantasy essayait d'expliquer qu'est-ce que ce jeu de rôle-là en particulier, tout en sachant que le lecteur potentiel ne soit pas un lecteur de jeu de rôle ou qui n'en ait pas nécessairement entendu parler. C'est une impression. Juste une impression. Et la lecture était très agréable. La direction artistique à l'ancienne, crayonnée à l'ancienne, me plaisait beaucoup. J'ai passé énormément de temps à regarder les illustrations. D'aucuns diraient de nos jours que ça a un peu vieilli. Moi, je trouve que c'est encore très bien. La pureté, l'épuration plutôt des informations est plutôt bien faite. La disposition des informations aussi, je l'ai trouvé déterminant pour la compréhension du jeu. Ce que je reproche d'ailleurs au jeu Donjons et Dragons depuis la 3.5, hein, je trouve que la disposition des informations est pénible. Donc Pathfinder première édition aussi, dans ce sens-là aussi. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé. Et puis bon, si on va parler de livres, je pense que la meilleure des choses, c'est de vous montrer certains livres qui ont plu. Des livres de JDR, mais je vais vous montrer pas mal d'expériences différentes. Alors, en prochain, parmi les lectures déterminantes, évidemment, je le montre tout le temps, hein, depuis le début de la chaîne, mais c'est le W System de luxe. Je suis pas fan des illustrations, et j'ai déjà fait une présentation rapide, il y a très longtemps, de ce jeu-là, mais je vous conseille plutôt la vidéo récente que j'ai faite à cause de l'Open Game Licence, mais ça fait déjà quelques mois, peut-être même une année déjà, mais j'avais dit c'est quoi les jeux qui sont sortis sur leur OGL 1.0, donc on mettait les bons jeux produits sous l'OGL 1.0,
sur ma chaîne, vous verrez. 82 pages, un écran qui ne peut être vendu séparément parce que il y a ce tableau-là qui est très important, très riche en images, on peut littéralement tout simuler avec, mais là il n'est pas temps de présenter le jeu, mais plutôt de vous expliquer la spécificité. Ce jeu-là ne présente aucun univers, il ne présente que son système, il ne présente que des règles modulaires comme l'horreur, les armes à feu, c'est la notion de luxe. Hein. Donc voilà. Aisément accessible en PDF. Voilà. Donc vous avez moyen de le retrouver. Moi je l'ai retrouvé, je l'ai même racheté au même prix. C'est vous dire. C'est un jeu qui fonctionne plutôt bien. Et je savais même pas qu'on le surnommait le GURPS français. Le GRUM français, ça n'a rien à voir. Et puis, le petit problème avec ce livre-là, par exemple, en matière de pénibilité, c'est les abréviations. Un jeu avec beaucoup trop d'abréviations fait que c'est difficile de mémoriser ces dernières pour pouvoir comprendre les règles. Et c'est le principal problème que j'ai eu avec ce jeu. J'ai une petite relation amoureuse. Après, s'il faut avancer un peu dans le temps, je dirais qu'une des lectures aussi plaisantes que j'ai eues, c'est très certainement Mutant and Masterminds. Là, on est arrivé. Quand Mutant and Masterminds sort, la 3e édition, c'est-à-dire celle qui est aux éditions Black Book en français, on est dans un jeu où Green Rollin est déjà arrivé à maturité de sa pédagogie. Si la maison d'édition Green Rollin est fort pour quelque chose, c'est la capacité de présenter des informations épurées, de donner des informations généreuses, en gros être concis et généreux en même temps, et aussi d'amener une pédagogie pour assimiler les règles. Mutant and Masterminds est un très bon exemple de ça, et pas paradoxalement, mais j'ai mieux compris comment jouer à True 20 en lisant Mutant and Masterminds après que quand j'ai lu True 20 la première fois avant. Voilà. Alors, est-ce que la barrière de la langue, où en fait il y avait des termes en anglais que j'avais du mal à assimiler, était le problème? Ben non, parce que Mutant and Masterminds était en anglais pour moi, puisque moi je l'ai pris chez Green Rollin et je l'ai pas pris en version française. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire, j'ai une rubrique dédiée à Mutant and Masterminds sur ma chaîne, puisque c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. En tout cas, avec cette pédagogie-là, j'ai eu une expérience qui était quand même pas mal, mais il faut se l'avouer, le livre qui est le plus, selon moi, le plus pénible à lire de Mutant and Masterminds, c'est sans doute le livre principal. Le livre du meneur de jeu est très bien amené en matière de distribution des informations, et le fait qu'ils aient décidé de mettre des archétypes, puis de mettre des options, ils ont voulu faire un système pour pouvoir permettre aux gens de choisir des choses variées ou au hasard, et ça met énormément de confusion au début, alors que ça aurait été peut-être mieux de mettre la liste des archétypes et juste de mettre à la fin ces trucs optionnels là. C'est mon opinion. On peut toujours refaire le monde après avoir vu ce qui s'est passé avant, donc ne prenez pas trop compte de ça. En tout cas, la lecture de Mutant and Masterminds était vraiment très très bonne. Et puis ensuite on arrive, évidemment, je vais vous relire en physique. Ah mais là c'est mon bébé, hein. Donc je vais vous montrer ça, permettez. Mon jeu préféré du commerce, et oui je l'ai en physique. Blue Rose, Age Blue Rose. Donc Blue Rose seconde édition, mais comme la première édition on la trouve presque pas en physique. Rien de pour la collection, je l'aurais voulu, mais bon. Blue Rose, alors, vous avez cette masse de livres là, ce livre là il fait 400 pages. Comme un livre de, comme les livres de JDR, là, Donjons et Dragons, ce genre de choses là. Mais par contre, là où je vais pas parler de Donjons et Dragons, tout ça, c'est qu'il y a une différence entre Donjons et Dragons qui pourrait potentiellement faire 300-400 pages et ce jeu là. Quelle est la différence? C'est déjà, on a un livre normal, il n'y a pas de livre pour le joueur, mais surtout que une bonne partie de ce livre-là est pour vous présenter les mécaniques, une autre partie du livre est pour vous expliquer l'univers, et comme c'est un univers de romantique fantasy qui est dérivé de la high fantasy,
Qui dit high fantasy dit cosmogonie et contexte, dit que c'est quelque chose qui a énormément d'histoires à raconter. Et puis, il y a la dernière partie qui est dédiée en fait à présenter des adversaires, des éléments, comment mettre des PNJ optionnels, ce genre de choses-là. Et surtout, il explique comment faire de la fantasy. Alors, j'ai peut-être laissé échapper des échos dans la vidéo précédente, mais comment ça s'appelle? Green Ronin, ils ont leur système fort, c'est le système Age maintenant. Ils l'ont utilisé pour Dragon Age, ils l'ont utilisé pour Age Fantasy, Age Blue Rose, Age Modern, The Expanse. Je crois qu'il y a un autre truc là qui va bientôt être relié à un roman que je connais pas, qui est aussi sur le système Age. Chaque système Age a quand même sa spécificité. On peut faire par exemple de la fantasy avec évidemment Dragon Age, mais aussi avec Blue Rose, Modern et Fantasy. Enfin, Fantasy Age. Du coup, je vais pas parler trop de Fantasy Age sur l'édition puisque je le connais pas et j'ai pas ma possession, mais en tout cas, jusqu'à présent, je trouve qu'en matière de fantasy, c'est celui-là qui fait le meilleur travail parce qu'il n'a pas encore un pied dans Donjons et Dragons avec certains outils, certains objets. Ils ont affiné le jeu, ils ont simplifié énormément de choses, ils ont, on va dire, magnifié la logistique en la simplifiant et donc il y a moins d'éléments. Et surtout, la construction des monstres fait que ils n'ont pas des PV à outrance. Le maximum de PV que peut avoir un monstre présenté dans le livre, c'est 130 points de vie. Ce qui fait que les monstres qui ont 400 points de vie dans certains jeux, ce n'est pas présent. Et puis surtout, un des avantages de celui, si on doit parler de la lecture du livre, c'est que tu veux seulement faire de la fantasy avec Blue Rose et l'univers ne t'intéresse pas, tu prends ce livre, tu prends le Narrator's Kit, où il y a un fascicule avec des personnages pré-générés, avec des cartes pour les cascades et les actions de base que tu peux montrer aux joueurs pour qu'ils puissent choisir, et l'écran de meneur de jeu en paysage, ça, et voilà, vous avez ce qu'il faut pour faire un univers de fantasy. Et ça, rien qu'avec ça, ça fait que c'est une très très bonne lecture. Puisque là, avec Blue Rose qui a simplifié son système, les mécaniques sont assainies par rapport à ce qu'on connaît, par exemple, des systèmes des vins, etc., etc. Et pourtant, au travers de ces nombreux livres que je vous ai montrés, c'était mes lectures déterminantes. Et pourtant, il y en a eu des bonnes aussi. Par exemple, je ne peux pas parler de bonnes lectures comme Oyutama, où on est en 200 pages. Voilà, plutôt bien foutu. Le seul défaut, c'est qu'on ne peut pas le trouver en version numérique. J'en ai suffisamment parlé, donc je ne vais pas rabâcher non plus. Mais très bon livre. Ensuite, l'écran de meneur de jeu de Ryutama te fournit aussi un supplément gratuit. Enfin, il est fourni avec l'écran, donc ça va. Ce supplément-là, ça te permet de jouer une nouvelle espèce qui s'appelle les chats gobelins. C'est comme des films de Monster Hunter. Et puis surtout, le déplacement maritime, les aventures maritimes. Voilà. Et le truc, c'est que si tu as envie de faire de la fantasy à la Final Fantasy, dans les mondes médiévaux de Final Fantasy, ben, faire des bateaux volants et de la navigation dans les airs, ça le fait aussi. Du coup, avec ça, avec l'écran en plus le jeu, on peut gérer la terre, l'air et l'eau sans aucun problème. D'autant plus que, puisqu'on parle de la lecture de JDR, chaque livre avait une bonne expérience de ce que je vous ai présenté, avait une bonne expérience à montrer. J'aurais pu vous montrer aussi le My Little Pony, le premier My Little Pony fait par Hasbro, pas le second, puisqu'il y a un second jeu My Little Pony qui a été sorti, où les règles étaient assez simples. Pourquoi je vous ai montré tous ces exemples? C'est parce que tous ces niveaux-là ont un dénominateur commun, ils étaient plaisants à lire. C'est pas la quantité de pages qui fait qu'un livre soit plaisant à lire, c'est la manière dont les informations sont distribuées, la manière dont les choses sont construites et comment, en lisant le livre
dans l'ordre, ça te permet de mieux structurer l'idée de comment on le joue, et que dans le désordre, tu puisses revenir sur certains points qui vont en fait te permettre de comprendre ce que tu as à savoir essentiellement, et donc de switcher entre différentes étapes du livre sans aucun problème. Voilà. C'est-à-dire, dans l'ordre ou dans le désordre, la lecture est agréable. Mais pour autant, on va pas se le cacher. Il y a aussi des mauvaises expériences de lecture. Alors, des mauvaises expériences, je crois que je vais en parler rapidement. Déjà, tout ce qui est Donjons et Dragons, tout ce qui touche à Donjons et Dragons, je trouve que... Alors, quand je dis tout ce qui touche à Donjons et Dragons, c'est à partir de la 3.5. J'ai des livres de la 3e édition, je crois que j'avais des livres de la 3e édition. Je sais pas si c'est le même problème ou pas, j'ai pas eu cette impression. Mais en tout cas, la manière dont sont distribuées les informations ne me plaise pas, surtout qu'il y a une masse d'informations. Pareil pour les suppléments, il y a vraiment un truc dans leur manière de distribuer les informations qui ne me va pas. Et je précise bien, c'est mon opinion, c'est pas une espèce de vendetta contre Donjons et Dragons. C'est vraiment, il y a un truc qui ne va pas. Et je suis pas le seul à avoir ce problème-là. Voilà. On peut pas plaire à tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, une des pires expériences de lecture, je crois que c'est, je crois clairement, il y en a deux qui sortent du lot. Un que j'ai fait récemment et que je n'arrive pas à m'en dépêtrer rapidement, ou j'arrive pas à m'en dépêtrer du tout même. Et l'autre, c'est un truc qui date. Alors, le premier, on va commencer par le truc qui date, on va parler d'Anima. Alors, Anima, il y a une espèce de cercle, il y avait un cercle vicieux avec Anima. Je lisais Anima. Ça avait l'air sympa. Je crois que c'est fait par un auteur espagnol, et on sent dans l'illustration qu'il y a un côté à la fois fantasy, à la Final Fantasy, mais avec une sensibilité graphique qui se rapproche de trucs plus occidentaux, donc c'est le compromis entre l'Orient et l'Occident. Ça, c'est pour les qualités. Et puis, je veux jouer. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que je lis les règles. Puis ensuite, je vois la fiche. Puis j'essaie de faire la corrélation. Et puis je me dis, est-ce que je vais y arriver? Et j'y arrive pas. Et je laisse tomber. Puis ensuite, c'est arrivé, historiquement, j'ai montré le livre à des potes. Parce que il faisait peut-être partie de la liste de ceux que j'avais envie de mettre dans les jeux que je voudrais jouer si je fais une pause sur les playtests de mon JDR. Et on l'a lu. On était emballés. Et on a fait la corrélation. Et on voit la fiche qui ressemblait à une espèce d'équation de l'Apocalypse ou les annales akashiques, appelez ça comme vous voulez. Un truc ésotérique. Et puis on voit que c'est compliqué. Et on laisse tomber. Et puis, etc., etc. Ça nous a fait au moins 2 fois. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que je sais que Anima, de toutes les façons, c'est le premier livre que j'ai. Alors pourquoi je spécifie, c'est parce que je sais que l'auteur, il a fait un JDR et il va y rester. Je sais même pas s'il est géré toujours, s'il y a des gens qui jouent toujours, s'il y a des gens qui ont des informations, allez-y. Mais je sais qu'il y a des livres qui ont été réédités, surtout le livre principal, je crois qu'il a été réédité 1 ou 2 fois la dernière fois dont j'avais consulté le truc. Et apparemment, les règles s'étaient affinées. Mais de ce que j'avais entendu de certaines personnes, c'était pas tant affiné que ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je me dis, l'expérience que veut apporter Anima, c'est-à-dire faire de la fantasy à la japonaise, comme dans les RPG, ben, le truc c'est qu'on a quand même des candidats sérieux. Le premier, évidemment, c'est Ryotama, et le second, c'est Fabula Ultima, parmi les trucs connus, hein, j'entends. Et le second, c'est Fabula Ultima, dont, justement, ils ont certaines inspirations prises par Ryotama avec l'autorisation des auteurs, me semble-t-il, que j'avais lu dans le livre. Donc, du coup, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais s'il faut donner un avis rapidement sur si je devais faire de la fantasy comme dans les JRPG,
lequel je prendrais Ryutama plutôt que Fabuleux Ultima. Je pense que ça sera plus clair pour moi de vous l'expliquer posément quand je vais faire une lecture holistique sur Ryutama et Fabuleux Ultima respectivement. Tout en sachant que Fabuleux Ultima, je l'ai pris en anglais. Alors il est sorti en français entre temps, mais je sais que le délai de traduction entre les livres risque d'être très très grand. On a vraiment un problème en matière de traduction ou de suivi de gamme en France. On est que des hommes, on essaie de faire, enfin, ils essaient de faire comme ils peuvent en matière de traduction. Et moi-même qui m'y suis prêté pour adapter ne serait-ce qu'un setting, pas seulement à un système, mais traduire en français aussi le truc et trouver des termes pour qu'on puisse avoir le même champ lexical, que les mots soient signifiants et résonnent dans la tête des gens. C'est toute une expérience. Donc je compatis énormément. Voilà. Et puis la dernière expérience, c'était quoi? Mauvaise. Je crois que c'est RuneQuest Aventure de Lorenza. J'en avais déjà parlé il y a quelques vidéos de ça. Ah mais ça doit dater maintenant. Mais en tout cas, Aventure de Lorenza, j'ai lu. Alors, prenez-le pour une exagération ou pas, mais j'ai l'impression que pour avoir lu le livre, il y a une page, il y a 2 colonnes, et à chaque fois il y a un encadré. Dans on va dire dans 4/5 du livre, il y a des encadrés. Alors quel est le problème avec ça? Tu lis un livre, il y a une page, et puis un encadré. Tu lis une page, il y a un encadré. Les encadrés te permettent de mettre des textes d'ambiance parfois, de faire des échos à des éléments de système, d'autres systèmes de jeu, pour pouvoir faire la passerelle, ou te donner des informations qui sont optionnelles. Quand il y a beaucoup de trucs, et que la construction de personnages est longue, et chiant, et avec des options et des règles, tu mets les options avant d'arriver à l'arrivée du personnage, etc., c'est trop. Franchement, c'est trop. J'essaie de lire RuneQuest là depuis déjà 2 semaines. J'avais déjà laissé tomber la première fois. Et la fois d'avant, là c'est la 3e fois, j'avoue, ça me saoule. Vous ne m'entendrez probablement pas faire une lecture holistique de RuneQuest si je n'arrive pas au bout, ou si je trouve que les règles sont trop chiantes ou trop mauvaises. Je n'aime pas bâcher un jeu. Vous voyez ce que je veux dire par là? Je trouve ça contre-productif de dire du mal de jeu. Je préfère faire de l'ultra publicité, la vraie publicité, la pure, celle qui compte, le bouche à oreille. Je préfère parler du bon jeu, de bons trucs. Voilà tout ce que je vous ai montré. Voilà, on va les mettre aussi. Voilà. Voilà, tout ce que je vous ai montré, ce sont des trucs qui m'ont plu. Tous les JDR que je compte peut-être prendre le jeu en physique pour compléter, c'est très clairement en physique que je vais les prendre, surtout que maintenant que je sais que Drive 2, parce que je sais que Green Ronin, alors désolé pour Green Ronin, hein, mais en matière de livraison, ils sont très mauvais. En dehors du continent américain, du continent nord-américain, ils sont pas si bons que ça en matière de distribution de livres. Vaut mieux passer par des magasins en ligne. Et maintenant que je sais que Drive 2 a l'intégralité de la gamme 220 proposée en impression à la demande, je vais plutôt aller vers Drive 2. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a surtout parlé de mes expériences, mais on n'a pas parlé vraiment de qu'est-ce qui fait qu'un livre soit intéressant à lire ou non. Alors, je pense que ça sera justement la conclusion de tout ça. Ce qui fait que, si je dois faire une synthèse, ce qui fait qu'un livre est intéressant, c'est déjà l'intérêt du livre. C'est-à-dire quel est son ADN, quelle est son intention. Ensuite, la quantité de pages. Je suis désolé, ça compte. Moi, ça me dérange pas de lire un livre. Et puis, surtout si je l'ai en version numérique, je peux aller en physique. Si je l'ai en physique, je le lis en physique. Si je l'ai là, et puis en fait, j'utilise mon portable. Mon portable, c'est un peu ma bibliothèque portable. Je peux le lire. Je peux le lire à certains endroits. Je peux me mettre à un endroit plutôt tranquille pour pouvoir le lire. Mais la quantité de pages est déterminante.
Je peux vous dire que par exemple Blue Rose, c'est 400 pages de plaisir à lire parce que j'aime l'univers, j'aime le système, j'aime l'ADN qu'il a de tous les systèmes Age. Il est beaucoup plus simple, mais il a quand même des perspectives avec par exemple le système de cartes de tarot qui détermine les deux balances du destin, ce genre de choses-là. Donc, je pense que c'est l'intérêt du livre, l'expérience qu'il veut te proposer, l'ADN du jeu, la quantité de pages, aussi, la pédagogie qu'il y a derrière le livre, et je dirais aussi la distribution des informations. Mais comme dénominateur commun de tous ces aspects au livre de JDR, il y a un truc qui fait que le livre va être intéressant ou pas pour vous, c'est que vous avez la volonté de vous lancer à lire ce livre. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas pour rien que je vous ai dit au début que ça s'adresse autant aux jeunes meneurs de jeu qu'aux jeunes joueurs. Les joueurs, vous savez pertinemment pourquoi vous donnez à quelqu'un en particulier le rôle du meneur de jeu et que vous n'avez pas nécessairement envie de le faire. Le meneur de jeu peut aussi être joueur, mais il y a certains joueurs qui ne sont pas capables d'être meneurs de jeu. C'est pas facile à entendre et certains acceptent que ce soit dit, voilà, mais le dénominateur commun de tout ça, c'est la volonté. Je ne vois pas quelqu'un pouvoir s'armer de motivation si il a été amené à faire le forcing, on l'a forcé à faire certaines choses, et ensuite de se lancer là-dedans. Ce n'est jamais qu'une affaire de volonté. Mais là où justement ça fait le plus mal, c'est que de la même manière où il faut s'armer de volonté pour lire de bout en bout un livre du jeu de rôle, il y a deux autres étapes qui sont encore plus violentes. La première étape, après celle-là, celle de s'armer de volonté pour lire le livre, c'est à l'instar des livres de manuel, les classiques, les essais philosophiques, si ça ne te plaît pas la manière dont la personne écrit, tu vas bloquer et tu ne voudras pas consulter ce livre. Ça peut arriver à un livre de jeu de rôle. Tu peux avoir un jeu de rôle où tu le trouves intéressant en tant que joueur parce qu'on t'a expliqué de manière épurée, mais tu lis le livre, c'est une purge. Ça arrive. Voilà. Et puis, il y a l'autre étape encore, c'est retenir l'essentiel. Et pour retenir l'essentiel, je veux peut-être un petit truc à dire là-dessus, c'est on peut essayer de faire des efforts pour construire son setting, sa campagne de jeu de rôle. Il y a aussi ce petit problème que certains joueurs aux expériences variées, ils vous disent « je ne prépare pas ». Ils ne préparent pas leur partie. Alors, on va être clair sur un truc. Comme je ne l'ai pas dit souvent, donc je vais le faire à présent. Pour moi, il y a une différence entre faire de la préparation et être prêt. Faire de la préparation, ça veut dire que tu as échafaudé déjà quelque chose ou certains éléments à l'avance, que tu vas essayer de l'imbriquer un peu comme un système de plug and play, et ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et il y a être prêt. Et être prêt, tu ne l'apprends pas dans un livre de jeu de rôle. Ça ne veut pas te dire être prêt pour tout ou être prêt pour l'imprévu. Être prêt, ça veut dire tu connais le cœur des mécaniques qui fait fonctionner le truc. La manière de gérer une situation quand tu ne vois pas la solution tout de suite dans le livre et que le temps manque. Comment tu interagis avec les joueurs. Comment être sensible à chaque joueur qui est présent à la table. Et pour finir, quel plaisir tu retireras en apportant ta patte là-dedans. Voilà les éléments les plus importants pour pouvoir lire un livre et aussi s'ancrer dans la posture de meneur de jeu si on se lance en tant que meneur de jeu. En tant que joueur,
est-ce que un jour doit lire le livre? Il y a des fois des livres qui lui sont dédiés, donc il vaut mieux. Le livre principal, il vaut mieux aussi. Après, et si évidemment il restera d'autres problèmes comme par exemple, comment dire ça, les conflits entre le joueur et le meneur de jeu, par exemple, que les deux ont la connaissance du livre, mais que par exemple le joueur est tout le temps en train de réfléchir à comment c'est amené dans le livre, sans se poser la question est-ce que le meneur de jeu a amené les choses telles quelles ou est-ce qu'ils les ont modifiées. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui vont faire que la lecture est pénible parfois. La lecture peut être pénible ou pas, les choses peuvent être difficiles à assimiler ou non, mais il faut s'armer de volonté et surtout, ça demande des efforts. Et si quelque chose te demande des efforts, je pense que par extension, en tout cas dans la vision moderne des choses, je pense que dans la tête des gens, si quelque chose demande des efforts, ça veut dire que c'est pas facile ou c'est difficile, ou que ce n'est pas détente. Chacun aura son interprétation là-dessus. Les efforts que j'ai mis dans les settings que j'ai fait pour mon one shot que j'ai échafaudé pendant 1 an, que j'ai fait pour mon JDR, pour illustrer, pour combler toutes les lacunes, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, pour combler toutes les lacunes que j'avais comme le manque d'illustration, le manque d'image, ce genre de choses-là, toutes ces choses m'ont demandé des efforts. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que c'était détente? Évidemment que non. Pas toujours. Mais on en tirait une certaine satisfaction. Et je crois que c'est peut-être ça le mot d'ordre. Il faut s'armer de volonté. Et aussi essayer de faire en sorte que chaque moment du jeu de rôle, que ce soit du moment où on prépare, on assimile, jusqu'au moment où vous allez exécuter le jeu, vous devez être capable d'en tirer une certaine satisfaction. Autrement, ça serait difficile d'appeler ça un hobby. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.